De retour dans Success Stories, le magazine de LN24 où les entrepreneurs et entrepreneuses nous racontent leur histoire, leurs défis et aussi effectivement les bonnes pratiques qui leur permettent de distinguer leur entreprise. Alors avec moi sur le plateau, Jérémy Foucret. Jérémy, bonjour. Bonjour Pierre. Alors vous êtes là pour nous parler de The Toolbox, mais on va d'abord parler un peu de vous. Vous êtes un entrepreneur en série, puisqu'on voit que pendant vos études en marketing à Bruxelles, vous aviez déjà créé une première société qui mettait en relation des étudiants et des sociétés. Ensuite, vous avez étudié l'expérience utilisateur, on appelle ça UX, comme on dit dans le jargon, et vous avez fait ça notamment par une formation en ligne à l'université de Michigan, et puis aussi pas mal de pratiques avant de lancer The Toolbox, comme on l'écrit avec un ZE. Alors, c'était quoi votre objectif en lançant The Toolbox? On sait que c'est dans le domaine du numérique. The Toolbox, ça veut dire la boîte à outils, mais on est sur quoi là? Et ben, en fait, au début, on avait constaté que les entreprises avaient du mal à trouver des outils et qu'il y avait pourtant énormément de solutions sur le marché. Donc l'objectif, dans un premier temps, c'était de construire un service de recommandation qui permettait aux entreprises de trouver les bons outils pour être plus efficaces et améliorer leur qualité de travail. Donc, un élément pour faire des recommandations, si je veux dire, c'est bien ça? Concrètement, ça veut dire quoi? Un outil de sélection d'outils? En disant, il y a plein de trucs sur le marché, mais quels sont ceux qui vont fonctionner pour mon entreprise? C'est ça, exactement. C'était vraiment de la curation d'outils pour aider des entrepreneurs ou leurs équipes, hein, des managers également, ou même des collaborateurs, à trouver les outils pour accélérer leur manière de travailler, que ce soit sur de la gestion de projet, sur des tâches financières, sur du marketing. Donc on avait vraiment cartographié tout le marché, donc des centaines d'outils, et on faisait de la curation et on recommandait les bons outils en fonction des besoins des entreprises. Alors vous dites tout ça à l'imparfait, donc on a bien, si j'ai bien compris, ça c'était la première chose. Beaucoup d'outils disponibles sur le marché, pouvoir sélectionner ceux qui sont pertinents pour une entreprise. Depuis, The Toolbox a évolué comment? En fait, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans l'automatisation de leurs processus et dans la construction de leurs propres outils avec ce qu'on appelle une approche no-code. Ok, approche no-code. Alors c'est vrai que c'est un mot qu'on entend pas mal, on parle de no-code ou low-code. Hein. Donc ça veut dire quoi? C'est au niveau du codage, sans être trop technique, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'on va utiliser des technologies existantes. Donc, si on donne des exemples d'outils, on va utiliser des Notion, Airtable, Make, Zapier, Slack, que les gens connaissent bien. Et donc, l'idée de no-code, c'est qu'on a des programmeurs qui ont déjà développé, codé des briques technologiques ou des outils qui fonctionnent très bien. Et donc, on ne va pas réinventer la roue chaque fois qu'on veut construire quelque chose. On va plutôt assembler en fait ces différentes briques à l'instar de Lego pour construire des solutions qui sont parfaitement adaptées sur mesure sur les besoins en fait de nos clients. Donc pour que le téléspectateur comprenne bien, quand on parle de no-code ou de low-code, j'aime bien, vous avez dit, on ne va pas réinventer l'eau chaude. On sait que parfois, pour faire une petite fonctionnalité, il faut beaucoup de lignes de code à taper. Ici, vous dites, c'est un peu comme des briques Lego. Je reprends des morceaux de code et je les emboîte l'un à l'autre dans un Tetris pour faire une solution sur mesure pour mon client, c'est ça? Ouais, voilà, on pourrait dire ça, à la différence même que on ne voit pas forcément le code. On a des outils qui sont fonctionnels, avec des fonctionnalités qui sont déjà existantes, des automatisations qui se font plutôt sur des interfaces visuelles, et donc on va plutôt paramétrer en réalité ces outils. Et alors parfois, il y a aussi l'intervention de code, mais ce code, il va se limiter à ce qu'on appelle des API. Donc en fait, c'est des connexions entre outils qui permettent de faire voyager la donnée pour créer des flux automatisés, par exemple. Donc clairement, c'est comme votre métaphore tout à l'heure des briques de Lego que l'on emboîte avec certaines fonctionnalités et on n'est pas censé savoir que dans la brique de Lego, il y a X lignes de code. C'est assez simple à faire. Vous le faites pour vos clients avec finalement quelle valeur ajoutée concrète pour le client qui dit « Tiens, je demande finalement à The Toolbox de m'aider à créer mon Lego ». En fait, moi, je trouve que le no-code se prête surtout très bien à construire des outils internes. Et donc, l'objectif, ça va être d'automatiser les tâches des collaborateurs, surtout ce qui est chronophage et récurrent. Donc, on sait que les collaborateurs, dans leur journée, et même en fait n'importe qui dans son travail, hein, va souvent répéter les mêmes tâches et que ça, c'est finalement une perte de temps quand ça pourrait être effectué par une machine ou automatisé. Et donc, l'objectif, ça va être surtout d'automatiser ces tâches et de permettre aux collaborateurs de récupérer du temps qui vont pouvoir passer à créer de la valeur pour l'entreprise ou pour les clients.
Pour être très concret, on peut prendre un exemple. Vous dites, on va structurer quelque chose, assembler des briques pour quelque chose qui est chronophage. Un exemple, peut-être sans dévoiler forcément tous les clients, mais vous pouvez nous donner un exemple concret pour que Oui, avec plaisir. On travaille par exemple pour La Fabrique, qui est le start-up studio du Crédit Agricole. D'accord, Crédit Agricole en France, oui. Oui, tout à fait. Donc qui lance plusieurs projets innovants de fintech chaque année. Et donc on les aide par exemple pour accélérer les processus de commercialisation à créer ce qu'on appelle des sales machines. Donc c'est des systèmes de prospection automatisés. C'est que dans la prospection, trouver une liste de clients potentiels, tous les contacter, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc en fait, nous, on va pouvoir automatiser tout ça avec des outils qui sont déjà existants, qu'on va brancher ensemble pour créer cette sales machine qui va automatiser la prospection. De la même manière, on a créé pour une de leurs startups un outil d'évaluation des risques. C'est une startup qui propose d'accompagner de façon innovante les clients en recherche de crédit hypothécaire. Et donc, cet outil-là, il va permettre de connecter les équipes commerciales avec les équipes de gestion du risque pour gagner du temps et collaborer sur la gestion des dossiers, ce qui, au final, va donner un avantage à l'entreprise et va accélérer le processus pour leurs clients. Alors, vous dites accélérer le processus pour leurs clients, ça je comprends bien. Et donc, si j'essaie de résumer, c'est je vais accélérer en prenant en créant une solution sur mesure, dans ce que j'entends vous dites, tout à fait. Mais en reprenant quand même des briques de Lego qui existent déjà et pour les assembler. Quand même une petite question derrière, Jérémy, est-ce que derrière, voilà, les partenaires et les outils que vous voulez choisir, on pourrait avoir tendance à dire, ok, vous avez peut-être des préaccords avec ces points-là, vous recommandez un peu toujours les mêmes solutions ou non, vous travaillez sur mesure pour chaque client et il n'y a pas de lien entre les outils que vous proposez et, entre guillemets, The Toolbox? Alors, en fait, on n'a pas de partenariat financier. Donc, dans ce sens-là, on est très agnostique. Agnostique, ok, d'accord. Maintenant, par contre, on va avoir d'autres types de partenariats. On a, par exemple, des partenariats d'expertise. Donc, on est référencé par certaines de ces solutions comme des experts certifiés. Et vous connaissez les petits trucs et astuces pour optimaliser ces solutions. Exactement. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va être en contact avec eux pour être au courant des dernières mises à jour, pour pouvoir les tester parfois aussi avant qu'elles sortent sur le marché et pouvoir les adapter dans les produits qu'on construit pour les clients. Et je reviens juste sur la question d'avant, si vous me le permettez rapidement. Oui, tout à fait. Donc oui, on a des briques, on automatise, on va raccourcir, mais ce qui est surtout important, c'est que quand on parle de ces outils-là, c'est quand même des gens qui vont travailler dessus. Tout à fait. Oui, on automatise, mais dans le cadre du Crédit Agricole, on a les équipes de gestion des risques qui vont travailler avec les équipes commerciales et on facilite la collaboration parce qu'on ne peut pas créer ce processus sans qu'il y ait des réelles personnes qui travaillent dessus. Donc notre objectif, c'est de simplifier leur travail, d'automatiser ce qui peut l'être pour que eux puissent créer le plus de valeur possible. Oui, si j'entends, c'est un peu un win-win-win parce que l'entreprise est gagnante, les clients de l'entreprise sont gagnantes et surtout, quand je vous entends, c'est on part des gens qui travaillent dans cette entreprise et ils ont un outil plus facile à utiliser qui facilite le dialogue. Alors justement, vous parlez de ces équipes et d'améliorer la collaboration. Si on parle de vos équipes, finalement, chez vous, chez The Toolbox, quels sont les profils en fait que vous avez dans votre équipe? Nous, on a surtout des ingénieurs, des designers, ce qu'on appelle des product builders. Et donc, globalement, ce sont des gens qui ont eu des expériences soit en consulting technologique, soit dans du product management. Product management, expérience, et alors qui sont régulièrement formés, par exemple, pour être au courant de tout ce qu'on fait dans les différents outils? Oui, c'est très très important. En fait, c'est une formation qui est continue, parce que ces outils, ils évoluent en permanence. Et donc, c'est très important de continuer à se former tant que la technologie évolue, en fait. Donc, ça ne s'arrête pas. Alors, dans les téléspectateurs qui nous regardent, on a sûrement des geeks et d'autres. Vous recrutez pour l'instant? Quels sont aussi les conseils qu'on peut donner? Parce que c'est vrai qu'on dit maintenant, tiens, il faudrait que les enfants apprennent à coder directement. Moi, je me suis formé récemment, après la quarantaine, au codage. Quel serait votre conseil de parcours? Et puis la question aussi du recrutement. Est-ce que c'est un défi de recruter ce genre de profil technique qui doit s'adapter en permanence? Eh bien, oui, on recrute en effet. En fait, oui, comment dire? Pour les conseils, je pense que c'est très important aujourd'hui d'apprendre des compétences technologiques. Je pense par exemple que le product management ou la data, ce sont des compétences qui sont très précieuses et aussi que apprendre le fonctionnement de certains de ces nouveaux outils comme Notion ou Airtable par exemple sont des outils qui sont extrêmement puissants et qu'on pourrait un peu voir comme si pas des remplaçants, au moins un très très bon complément à la suite Office assez classique de Word ou d'Excel. Et à côté de ça, donc oui, nous, on recrute aussi. Tiens, justement, là-dedans, quand on apprend tout ça en ligne, vous conseillez toutes ces formations en ligne avec des tutos, etc. On a l'impression que c'est une nouvelle manière d'apprendre aussi?
Ouais, totalement. Moi, je suis très friand de l'apprentissage en ligne, en fait. Aujourd'hui, on peut trouver énormément de choses en ligne, que ce soit via des tutoriels de personnes qui sont passionnées par le sujet, ou que ce soit aussi, en fait, via des institutions très connues. On parlait notamment de l'Université du Michigan. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un master en ligne sans me déplacer. Et aujourd'hui, la plupart des grandes universités du monde proposent ce type de formations qui sont extrêmement qualitatives et qui permettent, en fait, d'apprendre et de continuer d'apprendre sans forcément devoir se déplacer tout en restant chez soi. Merci Jérémy. The Toolbox, Merci, on a vu effectivement un petit peu des solutions pour les entreprises, pour avoir des solutions numériques dans l'intérêt des clients, des personnes qui travaillent dans l'entreprise et aussi de l'entreprise, puisqu'on fait une économie de temps et évidemment aussi un petit peu de budget. Toujours quand on est plus efficace, ça crée de la valeur pour l'entreprise. On parle de briques de Lego qu'on assemble, c'était une belle petite métaphore. On se retrouve dans quelques instants, on parlera avec Anne Van Den Plas.